L'OTAN vient de lancer une attaque contre la Russie. Ouais, vous m'avez bien entendu, l'OTAN vient de lancer une attaque directe contre la Russie. On vient de tirer des missiles directement sur le territoire russe. Ah oui, l'OTAN vient de frapper, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous traversons un moment particulièrement effrayant, je pense qu'il est important qu'on en parle. Ça fait un moment depuis la dernière fois qu'on a parlé de la Russie et je crois qu'il faudrait qu'on y touche. En fait, ça s'est passé ce matin. Ce matin-ci, l'OTAN a frappé directement en Russie. Qu'est-ce qu'ils ont touché? Ils ont touché une usine de production chimique dans la région de Bryansk. Okay? Un général ukrainien a en effet salué les forces pour l'attaque combinée. Il a salué, acclamé les forces, disons félicitations. Il a confirmé que le Storm Shadow a été utilisé. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Le Storm Shadow. Le Storm Shadow a été utilisé pour détruire une usine chimique en Russie. Cette usine chimique produit des poudres à canon. Le poudre à canon, évidemment, est très nécessaire pour la création des balles et des armes. Cette usine aussi fabrique des explosifs pour la Russie. C'est l'une des plus grandes usines de la sorte. La Russie en a plusieurs, évidemment, mais celle-là, en tout cas, fait partie des plus grandes. L'usine produit la poudre à canon, elle fabrique des explosifs, elle produit aussi du propégol pour roquettes, pour nombreux équipements militaires. Donc, comme vous le voyez, vous le remarquez, c'est un lieu très stratégique pour la Russie. Cette attaque est très stratégique parce que l'attaque est survenue le même jour où le Premier ministre britannique faisait un discours où il a promis d'accroître la pression sur la Russie. Quel genre de pression? Une pression économique, une pression géopolitique sur la défense russe. Nous devons maintenir la pression sur Poutine. La pression économique porte ses fruits et nous devons la maintenir par de nouvelles sanctions, notamment dans le secteur énergétique. Donc, il a promis de faire tout ce qu'il peut pour appliquer une pression solide sur la défense russe jusqu'à ce que Poutine accepte de s'incliner. Si pas, accepter de finir la guerre. Donc, le Premier ministre britannique disait au microphone que nous, Européens, parlons de lui, Macron et autres, nous sommes prêts, décidés à partir d'aujourd'hui, d'appliquer une pression comme jamais dans le passé sur la Russie. Une pression différente à la pression qu'ils ont manifestement appliquée depuis 4 ans. Jusqu'à ce que Poutine accepte d'arrêter la guerre. Le même jour, l'Ukraine frappe la Russie avec le Storm Shadow. Alors, pourquoi ça dérange? Ça dérange parce que M. Poutine l'avait dit très clairement. Okay? Il a dit, si un pays de l'OTAN ou quelconque pays aidait directement l'Ukraine à faire ses frappes directement sur le territoire russe, les Russes vont rétalier immédiatement et brutalement. Quelles armes ont été utilisées par l'Ukraine pour faire cette attaque? L'Ukraine a utilisé le Storm Shadow qui sont produits uniquement en Grande-Bretagne. L'Ukraine a aussi utilisé des missiles Neptune qui sont fabriqués localement en Ukraine. Okay? Fabriqués localement en Ukraine, comment? C'est après que Donald Trump eut hésité de donner des missiles à longue distance à l'Ukraine que l'Ukraine avait finalement décidé de commencer à produire ses propres missiles. Mais la réalité est celle-ci. Ce n'est pas vraiment l'Ukraine qui produit ses propres missiles. L'Ukraine est là avec l'aide des pays étrangers pour produire ces missiles. Mais c'est comme si on assemblait des histoires ici et là, et en fin de compte on dit mais dans l'Ukraine. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été produit sur place, même s'ils en ont les capacités. Alors, pourquoi on en veut à la Grande-Bretagne? Parce que les missiles Storm Shadow ne peuvent pas être utilisés sans l'aide de la Grande-Bretagne. Évidemment, on a besoin de coordonnées satellitaires, on a besoin d'ingénieurs bourrés d'expérience, et l'Ukraine pour l'instant n'en a pas. Donc, pour que l'Ukraine soit à mesure de tirer directement sur la Russie et toucher des points stratégiques, il faudrait essentiellement que les éléments viennent de la Grande-Bretagne. Alors la question importante est celle-ci. Est-ce que M. Poutine va réagir? M. Poutine va-t-il frapper? Vous savez, dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Vous voyez généralement des gens en Afrique, quand ça se passe souvent, un homme qui dit à un autre, si tu es un homme, tu traverses cette ligne, je te montre de quoi je suis capable. Si tu traverses cette ligne, je te montre de quoi je me chauffe. Monsieur traverse la ligne, vous plantez une autre ligne, si tu traverses celle-ci, je te montre de quoi je me chauffe. Monsieur traverse la ligne, qu'est-ce qui se passe après? En fin de compte, vous perdez le respect parce qu'il comprend que même si touchez les fesses de votre mère, vous ne ferez absolument rien. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. À un moment donné, il faut dire non. Okay? Même si vous vivez chez quelqu'un, il y a une tenue, une façon de vous prendre ou de vous comporter qui exige ou force un respect. Sinon, ça n'a aucune importance. Donc c'est ça. Dans ce cas, est-ce que M. Poutine va laisser passer cette histoire? Parce qu'il a dit. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу. Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Et encore une fois, l'une des raisons pour lesquelles les pays européens ne sont pas directement impliqués dans la guerre, en tout cas pas ouvertement, c'est parce qu'ils ont quand même peur quelque part d'une réaction directe de la Russie. Parce que M. Poutine et ses collaborateurs l'ont dit très clairement, si vous osez participer directement dans cette histoire, vous en subirez les conséquences. Maintenant, dans ces conditions où il a dit dans le passé, parce que M. Trump est en train d'éviter de donner les missiles à l'emporter à l'Ukraine pour éviter une escalade. A lot of people don't know. It'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a tomahawk is going to be shot is if we shot it.
and we're not going to do that. And we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. Il a dit ouvertement, nous voulons éviter une escalade. Si Trump essaie d'éviter une escalade, malgré la position et la force que possèdent les États-Unis d'Amérique, comment est-ce que la Grande-Bretagne oserait faire ça? Évidemment accompagné de M. Macron et autres. Il faudrait garder ici à l'esprit une chose. Il faut garder à l'esprit que M. Trump est en train de préparer une réunion avec Poutine, où ils discuteront sur les éventualités de finir la guerre. Et garder aussi à l'esprit que les Européens ne sont pas invités dans cette histoire. Donc Trump finalement se donnera, comme il aime le faire, le luxe de finir probablement la guerre en Ukraine sans l'aide de qui que ce soit et en gagner les conséquences positives. Vous savez, il veut devenir récipiendaire d'un prix Nobel. M. Trump veut le faire sans s'associer aux Européens et les Européens n'aiment pas ça. Je vous rappelle que la France de M. Macron est très furieuse. Parlant de France, M. Macron n'est pas content. Pourquoi? Parce que l'influence qu'avait la France au Mali, au Burkina Faso, dans le Sahel et en Afrique en général a beaucoup diminué depuis la présence russe, en tout cas depuis cet événement. D'ailleurs, dès le départ de la guerre en Ukraine, la France n'était pas vraiment impliquée. C'est quand la France a perdu ses bottes au Mali, au Burkina Faso et au Niger que M. Macron est devenu beaucoup plus vocal parce qu'il voyait évidemment son influence se rétrécir. Alors, cette attaque est une coïncidence ou pas? C'est-à-dire frapper directement quand le ministre anglais dit que nous devons appliquer une pression comme jamais dans le passé sur la Russie. Numéro 2, frapper directement au moment où M. Trump s'apprête à rencontrer Poutine pour discuter sur les éventualités de finir la guerre. N'est-ce pas une façon de faire réagir M. Poutine finalement? C'est-à-dire quand Poutine bombarde l'Europe, et directement, ah, vous voyez ce qu'on vous disait, M. Trump, et tout repart dans le chaos. Il faudra aussi retenir que l'Europe ne veut pas nécessairement la paix, parce que directement, dans cette guerre, il y a beaucoup de choses à bénéficier. Ça, c'est un sujet dont on parlera prochainement. Beaucoup d'entreprises bénéficient largement de la guerre en Ukraine. Des entreprises de fabrication d'armes qui en profitent pour faire des tests de leurs armes, pour voir l'efficacité et tout le bazar. Les entreprises de défense, les entreprises de construction, les entreprises de technologie, de recensement. Le cyber, il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent à travers cette guerre. Donc pour eux, finir la guerre n'est pas du bon business. En réalité, continuer cette guerre en Ukraine où ils sont directement pas en train de perdre des hommes serait un très bon business. Alors, en récapitulation, pour essayer de comprendre pourquoi y a-t-il une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Okay? On va essayer de voir un peu rapidement. Nous savons qu'il y a cela plusieurs années, en tout cas dans les années 90, il y a eu un accord ou une discussion entre l'Union soviétique et les pays occidentaux. C'était une discussion très intéressante entre le secrétaire d'État américain James Baker et Mikhail Gorbatchev. Qu'est-ce qui a été dit? La discussion était très simple. Monsieur Gorbatchev, si vous permettez à ce que l'Allemagne de l'Est soit unie à l'Allemagne de l'Ouest, nous ne bougerons pas un seul centimètre vers l'Est. C'est-à-dire, l'OTAN ne fournira aucun effort pour gagner un seul pays à l'Est. Donc, ceci ne portera pas atteinte à l'intégrité de l'Union soviétique. Quelque temps plus tard, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se sont réunies. Mais la promesse n'était pas tenue. Parce qu'après cela, plusieurs pays ont commencé à adhérer à l'OTAN, y compris la République tchèque, l'Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, l'Estonie, Latvia, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Donc, au départ, l'OTAN était très loin de la Russie. Mais avec le temps, l'OTAN s'est rapproché. Et en 2014, il y a eu de gros problèmes en Ukraine. À l'époque, avec le président précédent, qui, après avoir reçu des offres venant des Européens, des offres financières, pour devenir pro-européen, on lui avait offert plusieurs millions de dollars qu'il a refusé. Cette femme ici, Victoria Nuland, s'est organisée avec sa clique de personnes pour le renvoyer du pouvoir. Ah oui, c'est une femme, mais ce n'est pas une femme comme ça. En 2014, il y a un coup d'État qui se passe en Ukraine, les choses changent, on installe M. Zelensky, qui est manifestement pro-Ouest. En cette position, il a été très difficile pour les Russes d'accepter la présence de Zelensky. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient adhérer à l'OTAN. Et comme la Russie, évidemment, n'est pas tout à fait amie aux pays occidentaux, avoir un pays tel que l'Ukraine faire partie de l'OTAN est un danger éminent à l'existence même de la Russie. Donc, un missile tiré depuis Kiev vers Moscou, c'est 5 minutes avec des têtes nucléaires. C'est la catastrophe. Alors, les Russes ne voulaient absolument pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Historiquement parlant, nous savons que les Russes ont tendance à penser que l'Ukraine appartient un peu à la culture russe. Mais les Ukrainiens eux-mêmes pensent tout le contraire. Ont-ils le droit de penser ainsi? Absolument, on ne peut pas te forcer à appartenir à une nation que tu ne veux pas. C'est complètement malade. Mais nous savons aussi que jusque-là, les Russes n'ont pas usé de tout ce qu'ils ont comme capacité. Parce qu'il y a des gens, évidemment, qui doutent de leur capacité. Nous savons généralement, quand les États-Unis d'Amérique font une guerre à un pays ou une nation, ils envoient des bombardiers pour aller détruire d'abord les satellites, les radars, les positions de défense importantes, les aéroports. Et ensuite, on voit l'armée de terre. Pourquoi les Russes n'ont pas fait ça? C'est très efficient pourtant. Pourquoi les Russes n'ont pas envoyé leurs avions
Pourquoi les Russes n'ont pas envoyé les Su-90, les Su-123, tous ces avions grands? Pourquoi les Russes n'ont pas envoyé les Su-160, les Su-22 pour aller détruire complètement? Parce que certaines personnes pensent que les Russes ont quand même de l'empathie par rapport à l'histoire qu'ils partagent avec l'Ukraine. Ils n'ont donc pas besoin d'anéantir complètement comme le feraient les Occidentaux quand ils font leur guerre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Poutine va réagir à cette attaque? On a détruit une usine chimique de production, des choses très importantes pour l'armée. Est-ce que vous pensez que M. Poutine va directement frapper Londres? Et s'il ne le faisait pas, serait-ce preuve de maturité émotionnelle ou simplement preuve de cowardice et de peur? God bless.